Est-ce que Mission Impossible The Final Reckoning était le clou du spectacle pour la saga de Tom Cruise, ou plutôt le dernier clou du cercueil? Est-ce que le film est vraiment un échec en salle? Et si oui, est-ce que c'est si grave que ça? On décortique tout ça ensemble. Même si on a eu droit à une super promo assurée par un super Tom Cruise avec présentation hors compétition à Cannes, on ne peut pas vraiment dire que ce Mission Impossible 8 partait gagnant. Au contraire même. Et ça, c'est en partie à cause de Mission Impossible 7, qui avait déjà fait un petit bid en 2023. Ethan Hunt n'avait pas pu rivaliser avec Barbie et Oppenheimer, qui ont littéralement monopolisé l'affiche un peu plus d'une semaine après la sortie du film de Christopher McQuarrie. Résultat des courses, un peu plus de 570 millions de dollars au box-office mondial, dont 170 millions environ à domicile. C'est-à-dire là où Universal pouvait récupérer le plus d'argent par rapport au marché étranger. Cette déception a donc eu des répercussions sur la suite. À l'origine, Mission Impossible 7 s'appelait Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 et Mission Impossible 8 devait s'appeler Mission Impossible Dead Reckoning Part 2. Logique. Mais quelques mois après la sortie en salle du 7e volet, il a été décidé de retirer le Part 1 du titre, et de l'autre côté, le 8e volet a été rebaptisé Mission Impossible The Final Reckoning. Alors ça peut paraître anecdotique comme changement, mais pas tant que ça. C'était une façon d'amener l'idée d'une grande conclusion, pas de la franchise, mais de l'ère Ethan Hunt et Tom Cruise. L'idée, c'était de revenir sur de précédents opus dans une tentative un peu forcée de relier la plupart des épisodes, de créer des ponts narratifs pour boucler une histoire entamée en 1996 avec Brian De Palma. Perso, je trouve qu'on le ressent déjà un petit peu sur l'affiche avec Tom Cruise tout seul en gros plan comme pour les 3 premiers films. En réalité, le film reste assez vague sur le fait que ce soit réellement ou non la fin pour Ethan Hunt et Tom Cruise. Mais à l'origine, McQuarrie voulait ajouter une coda, c'est-à-dire une sorte de bilan, d'épilogue, un petit peu comme on peut avoir à la fin du dernier Harry Potter ou du dernier Hunger Games où on voit brièvement ce que sont devenus les personnages. Mais ça a été abandonné vers la moitié de la production à la demande de Tom Cruise. McQuarrie a subtilement expliqué que la séquence pourrait servir pour un prochain film et n'a pas détaillé ce qu'elle contenait. Donc, mystère. Reste que Mission Impossible 8 a été vendu comme un bouquet final, ce qui ne se reflète pas au box-office. Pourtant, le film n'avait a priori pas le droit à l'erreur, puisqu'il aurait coûté dans les 400 millions de dollars hors promotion, selon le très sérieux The Hollywood Reporter. Si c'est bien le cas, ça en fait l'épisode le plus cher de toute la saga et de très loin. En comparaison, si on remonte à 2018 avec Fallout, donc le 6e volet de la franchise, il avait coûté un peu moins de 180 millions de dollars dans la veine des précédents volets jusqu'au 2e. Dead Reckoning, donc le 7e film, avait déjà bien creusé l'écart avec son budget à 290 millions, mais là on est encore passé dans une autre dimension. Après, si le budget de The Final Reckoning a autant explosé, c'est en partie à cause des grèves qui ont frappé Hollywood en 2023 et qui ont fait prendre du retard à la production. Toujours est-il que Mission Impossible 8 est le 4e film le plus cher de tous les temps, hors inflation, derrière Le Réveil de la Force, Jurassic World 2 et l'Ascension de Skywalker, qui ont tous dépassé le milliard, voire les 2 milliards au box-office mondial à la fin de leur exploitation cinéma. Si on part du principe qu'un film doit gagner l'équivalent de 2 à 3 fois son budget pour être dans le vert, Mission Impossible 8 devrait au grand minimum atteindre les 800 millions de dollars, voire le milliard pour entrer dans ses frais. Et même s'il lui reste quelques longs jours et week-ends d'exploitation devant lui, il ne les atteindra pas, même si Tom Cruise promet au public d'ouvrir un OnlyFans en échange. Actuellement, après 4 semaines d'exploitation, Mission Impossible 8 a gagné un peu plus de 500 millions de dollars au box-office mondial. Et ce n'est pas la sortie limitée de F1 aux États-Unis et surtout celle de Jurassic World Renaissance le 2 juillet prochain qui va aider Tom Cruise à rattraper son retard. Du coup, ça en fait pour l'instant un des volets les moins performants de la saga avec Mission Impossible 3 et le premier film de 1996 qui est difficilement comparable au reste de la franchise mais en termes d'enjeux, notamment financiers. Et du coup, le pic de la franchise, ça reste Fallout, qui est sur le podium avec ses 820 millions de dollars. Mais bon, ce constat, c'est surtout quand on regarde les chiffres froidement, sans trop les nuancer, ni vraiment distinguer le box-office domestique du box-office international. Oui, Mission Impossible 8 a fait un score décevant au global, mais ça ne signe pas du tout l'arrêt de mort du film ou de la franchise en elle-même. Parce qu'il y a quelques signaux positifs, ou du moins moins négatifs. Premièrement, les chiffres sont quand même assez proches du résultat final de Mission Impossible 7, et même supérieurs, puisqu'au même stade d'exploitation,
Dead Reckoning était en dessous. C'est pareil au box-office domestique. Après 4 semaines, Mission Impossible 7 était à 144 millions de dollars, là où Mission Impossible 8 a déjà récolté 166 millions de dollars. Toujours à domicile, The Final Reckoning a aussi fait le plus gros démarrage de toute la saga avec environ 64 millions de dollars, juste devant Fallout. Il s'est d'ailleurs donné toutes les chances de ramener du monde en salle puisqu'il est sorti lors du long week-end du Memorial Day aux États-Unis. Sur 4 jours, ça fait presque 80 millions de dollars rapportés. Et comme c'est durant la première semaine sur le territoire national que le studio peut récupérer la plus grosse part des recettes, ce n'est clairement pas une donnée négligeable, on peut même dire que ça rééquilibre un peu. Sauf que ce lancement, franchement pas dégueu, a été éclipsé par celui du remake de Lilo et Stitch, alias le bulldozer commercial de Disney qui a encaissé 146 millions de dollars pour son week-end d'ouverture. Mais en réalité, pour ce genre de film qui coûte 3 bras et 4 reins, tout ne se joue pas qu'en salle, l'exploitation n'est pas finie. Je dirais même qu'on en est encore qu'à la moitié. Un film comme Mission Impossible 8 peut avoir une longue et belle vie en VOD. Il est voué à passer à la télé à chaque rediffusion de la saga tous les 2 ans, et donc à engranger des recettes sur le long terme plutôt qu'à court terme. Et c'est pas rare qu'un échec ou une déception en salle deviennent par la suite des succès ou à minima sauvent les meubles grâce à la VOD et au streaming. En ce moment, on est en train de le voir avec Blanche-Neige, qui cartonne actuellement sur Disney+, après son méga bid, dont j'ai d'ailleurs parlé en vidéo. Et avant ça encore, on a eu l'exemple de Madame Web de Sony qui s'est refait une santé sur Netflix, comme L'Exorciste du Vatican avec Russell Crowe, pour rester sur le registre de l'horreur. Et en plus, on sait que ça rapporte pas que des cacahuètes. En mai dernier, Deadline par exemple a calculé combien d'argent Deadpool et Wolverine avaient réellement rapporté à Disney, puisque tout l'argent récolté au box-office ne part pas dans les poches du studio. Il s'agissait donc de calculer combien le film avait gagné sur toute son exploitation, salle et VOD comprises, et d'y soustraire tous les coûts qu'il a engrangés. Ça laisse 400 millions de dollars dans le tiroir caisse de Disney, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plus le détail des recettes, puisqu'on a appris que pour Deadpool et Wolverine, la VOD représente 150 millions de dollars supplémentaires, et les diffusions à la télévision ou en streaming dans les 210 millions, soit au total 360 millions de dollars après l'exploitation en salle. Dites-vous que c'est plus de la moitié de ce que Disney a récupéré sur l'exploitation salle à travers le monde. Pour rappel, il avait récolté 1,3 milliard au box-office mondial, mais Disney n'a récupéré que 620 millions. Bon, évidemment, tout varie d'une production à une autre et les facteurs peuvent changer, mais c'est aussi pour donner une idée du poids que la pré-salle peut avoir sur la carrière d'un film. Autre exemple, beaucoup plus parlant, selon Deadline, le premier Mission Impossible rapporte environ 10 millions de dollars par an, ce qui donne une idée des belles retombées économiques présentes et futures des 8 volets de la saga. Aussi, dans une moindre mesure, Mission Impossible 8, c'est peut-être le genre de film qui se vendra plus facilement en format physique, en Blu-ray ou Steelbook, parce que la plupart de celles et ceux qui ont les 7 autres compléteront sûrement la collection. Bon, en vrai, même Antoine et Mathieu m'ont dit qu'ils ne comptaient pas l'acheter, mais tout de même, restons positifs sur l'avenir du support physique. D'ailleurs, si l'histoire du support physique vous intéresse, Mathieu a fait une super vidéo sur le sujet. Quant à moi, je pense que j'ai fait le tour, donc cette vidéo est terminée. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et on se dit à très bientôt.